Toutes les femmes ont le droit de vivre positivement la naissance de leur enfant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'interview, votre rendez-vous d'échange et de réflexion sur les sujets qui nous concernent au quotidien. Dans ce numéro, nous abordons le moment unique dans la vie d'une femme. La naissance. Un moment qui devrait être vécu dans la sécurité, la confiance et le respect, mais qui peut parfois laisser des souvenirs douloureux. Alors, comment faire de l'accouchement une expérience plus sérieuse et respectueuse? Quels sont les droits de la femme, les devoirs du professionnel de santé et surtout, comment le couple peut-il mieux se préparer? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Annick Nonowagani, sage-femme et juriste-chercheur. Madame, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Madame la journaliste. Alors, chers téléspectateurs, merci également d'être en notre compagnie. On va y aller très rapidement et je me permets de vous demander déjà, quand parle-t-on d'accouchement sans violence? Oui, Madame la journaliste, quand on parle d'accouchement sans violence, il s'agit d'un accouchement exempt de violence obstétricale. On peut définir le concept autrement. Nous savons très bien que quand on parle de violence obstétricale, il y a plusieurs critères. Soit on analyse les comportements, les paroles, les actes, les omissions et les abstentions. Donc, on parlera d'accouchement sans violence quand nous allons constater que les comportements sont adéquats, les paroles ne sont pas discourtoises, les actes sont médicalement justifiés, qu'il n'y a pas eu d'abstention ni d'omission. D'accord. Eh bien, à vous entendre, ça semble si facile. Ce n'est pas du tout facile. Surtout que nous sommes dans le contexte africain, parler d'accouchement sans violence. Il y en a même qui ne connaissent pas le contexte. Donc, il faudrait quand même que je dise qu'au Bénin, les gens parlent plutôt d'accouchement humanisé. L'OMS recommande des accouchements respectueux. Mais en tant qu'activiste ou féministe, nous, on parle d'accouchement sans violence parce qu'il ne doit pas avoir de la violence pendant qu'on accouche. Pendant qu'on accouche. D'accord. Alors, quelles sont les violences obstétricales qui sont encore banalisées ou méconnues ici en Afrique? Avant de répondre à cette question, j'aimerais me fonder sur les dispositions internes et notamment sur la législation béninoise. Parce que souvent, quand nous parlons de concept d'accouchement sans violence, de concept d'accouchement respectueux, d'accouchement humanisé, beaucoup se disent que là, c'est pour les Européens, c'est pour les Asiatiques, on n'est pas au Japon, au Bénin, on n'est pas au Maroc, au Bénin, etc. Mais nous avons quand même une loi béninoise. Je vais essayer de présenter le document. D'accord. C'est la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Dans cette loi, l'article 2, alinéa 3, aborde l'accouchement. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a une violence qui est faite à la femme qui est venue accoucher? Je vais lire la disposition intégralement. D'accord. On dit, au titre de la présente loi, sont également considérées comme des violences faites aux femmes, le fait pour un agent médical, paramédical, de ne pas apporter à une femme au cours d'un accouchement toute la diligence requise ou de s'abstenir d'accomplir son devoir professionnel. Et ça, c'est depuis 2012. Nous sommes en 2026. Ça fait quand même déjà 14 ans. Donc, quand nous parlons d'accouchement sans violence, si l'accouchement n'a pas été fait sans violence, cela voudra dire que l'accouchement a été violent. C'est qu'il y a eu de violence. Et ici, la loi est en train de dire quand est-ce qu'on peut parler de violence faite à la femme qui est venue accoucher. Je rappelle, on dit si on n'a pas fait toute la diligence requise ou si on s'est abstenu d'accomplir son devoir professionnel. Quand on parle de diligence, toute la diligence requise, ce sont toutes les dispositions qu'on devait prendre pour prévenir, disons, la violence, pour que la violence n'ait pas lieu. Et quand on parle de toutes les diligences requises, c'est qu'il faut se fonder sur la science du moment. Se fonder sur la science du moment revient à voir qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé recommande,
qu'est-ce que la Confédération internationale des sages-femmes recommande, qu'est-ce que la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens recommande. Et quand on vient au plan africain, qu'est-ce que la Société africaine de gynéco-obstétrique recommande. Et toujours au plan africain, il y a la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, et notamment il y a les associations nationales de sages-femmes et il y a les collèges nationaux de gynécologues obstétriciens. Donc, parler de diligence requise revient à mettre l'accent sur les thérapeutiques alternatives. Nous allons y revenir parce que la question n'est pas encore là, mais j'ai voulu faire le lien. D'accord, avec j'ai voulu faire le lien pour qu'on sache. S'abstenir de son devoir professionnel. Nous savons très bien en tant que professionnel de la santé qu'il y a des devoirs envers le patient. Et nous pouvons résumer les devoirs en disant que à chaque fois que nous respectons les droits des patients, les droits de la parturiente, nous sommes en train de respecter nos devoirs, nos obligations. En tant que professionnel de santé. Bien sûr. D'accord. Médical ou paramédical. D'accord. Alors, donc, si on va rapidement résumer, quelles sont les violences obstétricales qui sont encore banalisées ici en Afrique chez nous? En Afrique, les violences obstétricales banalisées, invisibilisées, sont celles qui sont beaucoup plus prises en compte dans les protocoles de prise en charge. Et quand je le dis ainsi, les gens s'étonnent, mais on est obligé d'expliquer pour qu'ils comprennent. Il y a des pratiques que ceux qui n'ont jamais été formés sur l'humanisation de l'accouchement ou sur la prévention des violences lors de l'accouchement ne connaissent pas, pensent que c'est des pratiques qu'il faut continuer à mettre en œuvre, alors que c'est des pratiques qui ont été reconnues en tant que violences obstétricales par l'OMS, la FIGO, l'AICM et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. La première pratique, la position gynécologique, pose problème parce que beaucoup pensent qu'il faut accoucher uniquement en position gynécologique, c'est-à-dire coucher sur le dos, parfois même les pieds dans les étriers. Alors qu'actuellement, il est recommandé que la femme accouche en position libre. Quand on parle d'accouchement sans violence, on n'a pas le droit d'imposer la position gynécologique à la femme qui est en travail ou à la femme qui est enceinte. Mais on doit lui expliquer parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas. Donc ça aussi, c'est une obligation pour nous. Vous devez expliquer à la femme les méfaits de la position gynécologique pour qu'elle sache quelles sont les autres positions qu'elle doit adopter. Donc déjà, quand je récapitule, la position gynécologique est une violence obstétricale. Le fait de monter sur le ventre de la femme en voulant l'aider pendant l'expulsion, nous parlons d'expression abdominale. C'est récurrent en Afrique, c'est récurrent au Bénin, mais c'est aussi une violence obstétricale. Les autres violences obstétricales, notre concept qui a fait couler beaucoup d'encre, l'épisiotomie bien sûr. L'épisiotomie est une violence obstétricale. Quand on dit que l'épisiotomie est une violence obstétricale, les féministes sont d'accord, les activistes sont d'accord, mais les soignants, notamment les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes se disent non, ça se trouve dans nos protocoles et que l'épisiotomie est médicalement justifiée. Mais quand nous prenons le code de déontologie ou la loi sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin, il est très bien transcrit que le patient ou la parturiente doit émettre son consentement et qu'on doit respecter. Et les collègues savent très bien que dans la pratique, il n'y a pas cette femme en travail où vous allez prendre la paire de ciseaux, vous allez lui dire je veux couper ton sexe et elle va accepter. Qui sera d'accord. Donc elle refuse, elle retire leur consentement. Elle ne donne même pas le consentement positif pour l'épisiotomie. Cela voudra dire quoi? Quand vous coupez la femme sans son aval pour l'épisiotomie, c'est que vous avez fait une épisiotomie non consentie. Mais l'épisiotomie non consentie est punie par la loi. Parce que là, vous n'avez pas respecté le consentement. Donc l'un dans l'autre, qu'il soit médicalement justifié pour certains, qu'il soit, ou bien qu'elle soit, parce que c'est une épisiotomie, qu'elle soit une violence obstétricale pour les autres. Quand on tourne et qu'on analyse, ça demeure une violence obstétricale. Parce qu'aucune femme ne donne son consentement pour l'épisiotomie. Surtout qu'il y a des techniques alternatives qu'on peut utiliser pour ne pas couper le sexe. Et scientifiquement, ça a été démontré que l'épisiotomie fait plus de mal que de bien. Et l'épisiotomie fait saigner la femme plus que par rapport à la césarienne. Il y a tellement de recherches scientifiques qui l'affirment. Donc, il revient à chacun d'aller lire et de respecter la loi. Et si on veut respecter la loi, la femme dit « je ne veux pas l'épisio ».
vous ne pouvez pas lui faire une épisiotomie pour dire que c'est médicalement justifié. Nous allons continuer. Le médecin nous dit en fait que c'est une question de vie ou de mort. Il fallait choisir rapidement. Non, vous avez vu que je souris, non? Je sais tout ce que j'endure dans l'ombre par rapport à cette affaire d'épisiotomie. Mais quand je viens sur les plateaux télévisés, ça revient. Et nous sommes obligés de dire la vérité. Pour un gynéco, il se dit l'épisiotomie, on lui a appris ça à l'école. Et pour que le périnée ne se déchire pas, qu'il est obligé de couper. Et en Afrique, beaucoup de soignants, je ne veux pas dire médecins, sages-femmes, beaucoup de soignants prétestent des MGF, des mutilations génitales féminines. On dit, ah bon, vous voyez la dame, elle a subi des MGF, elle a subi l'excision, elle a subi l'infibulation, etc., etc. Donc, on est obligé de couper le périnée. Mais ce qu'on oublie, la femme qui a déjà subi de MGF ne doit pas subir d'embûches additionnelles. Donc, lors de l'accouchement, si on constate, parce que parfois il y a des femmes qui arrivent et tout est cousu. Et vous imaginez, la femme qui a subi l'infibulation, on est obligé d'ouvrir. Les gens n'ont même pas parfois le temps de faire de l'anesthésie. Vous coupez, les plaies se libèrent. Et vous accouchez dans cette plaie. Et vous dites que pour accoucher, vous êtes obligé de couper latéralement. Et parfois, d'autres coupent de façon bilatérale parce que le périnée n'est plus élastique. Mais là, ça devient de la boucherie, que les gens m'excusent, la boucherie en griffe. Si tant est que la femme a fait le suivi prénatal, nous tous, nous savons qu'elle a subi une MGF. C'est ça. Et elle a choisi d'accoucher. Pourquoi ne pas aller à la césarienne? Dans ce cas, la césarienne est justifiée. Parce qu'on sait que pour lui faire un accouchement par voie basse, on va augmenter tellement la douleur. Or, nous avons une obligation de prévenir la douleur, de gérer la douleur autrement, de trouver des alternatives pour que la femme ne souffre pas. Donc, le fait que les gens justifient l'épisiotomie en Afrique par rapport au fait que c'est une MGF, c'est parce que beaucoup n'ont pas été formés sur la thématique. Et nous, en tant qu'activistes, défenseurs des droits humains, quand nous maîtrisons, nous sommes obligés de partager ces informations pour que les gens comprennent. Une femme qui a déjà eu des problèmes par rapport à l'excision, par rapport à d'autres choses, par rapport à une mutilation génitale féminine, on ne doit pas lui faire subir une embûche additionnelle. On ne doit pas lui faire subir une violence surajoutée. Encore que dans un périnée intact, l'épisiotomie fait très mal, la réparation cause problème. Les gens ont l'habitude de suturer sans anesthésie. Et s'il faut coudre tous ces délabrements, la grande lèvre qui est ouverte, qui fait très mal des deux côtés, aller augmenter encore 2 plaies, vous voyez, c'est que c'est pas bien à voir. Alors, je vais continuer. Toujours par rapport aux violences obstétricales qui sont récurrentes en Afrique, il y a les extractions instrumentales. Et quand nous référons aux recommandations de l'OMS, il nous est dit que ce soit le forceps ou la ventouse, c'est une violence obstétricale. Parce qu'il y a des alternatives pour qu'on n'en arrive pas là. Je vais donner un exemple, sinon les gens ne vont pas comprendre. On fait l'épisio. On fait l'épisiotomie parce qu'on dit que la tête est au grand couronnement, on pense que le périnée va se déchirer, alors que la femme est installée en position gynécologique. Or, scientifiquement, il a été démontré que quand la femme est couchée en position gynécologique, le sexe regarde le ciel. Donc, la portion qui se trouve entre la vulve et l'anus, que les gens m'excusent, cette portion est latérale. Le bébé qui vient a envie de traverser, de sortir directement. Donc, la position gynécologique dans les recherches scientifiques, c'est elle qui fait qu'on a besoin d'une épisiotomie. Mais normalement, si la femme est informée, elle ne va pas accepter d'adopter la position gynécologique. Elle va adopter une position verticale. Dès qu'elle adopte une position verticale, il y a la pesanteur qui va l'aider. Il y a la tête qui va solliciter le col. Il n'y aura ni déchirure. On n'aura pas besoin d'épisiotomie. Le périnée ne va pas poser de problème. Elle va vite accoucher. Donc, en résumé, il y a bien d'autres solutions alternatives. Il y a tellement de solutions. C'est la position gynécologique qui fait qu'on a besoin de l'épisiotomie. Et quand on sait déjà que la position gynécologique est une violence obstétricale, on sait que l'épisio est une violence obstétricale, et qu'on peut couper et la femme ne va pas pouvoir pousser parce qu'elle a mal, elle est déjà fatiguée, la position gynécologique allonge le travail, empêche la femme de bien respirer et de même le fœtus. Donc, quand on met la femme dans cette position, on sait qu'on aura tellement une kyrielle de violence obstétricale à faire. Pourquoi ne pas accoucher cette femme dans la position libre pour qu'elle accouche très vite, en moins de 3 heures? C'est ce d'ailleurs pourquoi. C'est la question qu'on se pose. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris. Donc, nous, on a l'obligation de continuer à libérer la parole, de briser le silence sur les VGO,
Et nous sommes soutenus, pourquoi? Pas par rapport aux différentes organisations. C'est récemment, en 2024, que l'AICM a accepté même qu'on parle de violence obstétricale. Vous comprenez? Ouais. La FIGO travaille en partenariat avec l'AICM. Il y a le mouvement PUSH. Au niveau de PUSH, on dit de soutenir les femmes, de défendre les droits des femmes, de défendre les droits des sages-femmes, de lutter contre les VGO. Donc, si toutes les organisations sont d'accord, qu'on appelle ça violence obstétricale, et qu'il y a des alternatives, je pense qu'on va commencer à enseigner ces alternatives pour pouvoir faciliter la tâche sur le terrain pour que les gens comprennent mieux. D'accord, et en même temps, j'ai entendu, vous avez parlé de droits, de liberté, de la parturiente à connaître. Quels sont, en quelques points, ces droits et libertés de la parturiente? Avant d'aborder les droits et libertés de la parturiente, j'ai une affiche ici que je souhaiterais montrer. Et je voudrais partager le contenu avec les téléspectateurs avant d'aborder les libertés. On dit ici, toutes les femmes ont le droit de vivre positivement la naissance de leur enfant, ce qui suppose le respect et la dignité, la compagnie de la personne de leur choix, une communication claire avec le personnel de la maternité, des options pour soulager la douleur, la possibilité de bouger pendant le travail, de choisir la position d'accouchement. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui recommande ça. Et avant de faire mes commentaires, je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'article 147 de la Constitution béninoise nous prouve qu'il s'agit de conventions ou de traités, dès qu'ils ou qu'elles sont ratifiées. Quand c'est la convention, c'est elle. Quand c'est le traité, c'est il. C'est que ça suppose que, comment appelle-t-on, le contenu, les recommandations, les engagements qu'on doit appliquer, on est obligé de les appliquer. Parce que la Constitution permet de dire que cette disposition ont une force de loi supérieure à la loi interne. Parce que souvent, je reçois des audios, des messages, on me dit non, madame, non, tout ça, ça ne concerne pas le Bénin. Je souhaiterais que les gens aillent lire la Constitution, comprennent mieux et sachent que c'est des engagements que nous avons pris et nous sommes obligés d'honorer nos engagements. Je viens maintenant à votre question. Quand on parle de liberté et quand on se réfère à ce que je viens de lire, on comprend très bien qu'une femme en travail, que nous appelons parturiente, quand elle est en salle de naissance, elle a la liberté de boire et de manger. Elle a la liberté d'aller et venir. Quand on dit d'aller et venir, c'est la liberté de se mouvoir. Elle a la liberté de choisir les positions. Elle peut bouger comme elle veut. Elle choisit la position. Elle a la liberté d'avoir son conjoint à côté d'elle parce qu'elle doit bénéficier de l'assistance de son conjoint. Elle a la liberté d'accoucher dans la position voulue. Elle a tellement de liberté. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de visualisation, etc. La femme qui est en travail, si elle pense quelque chose, elle est obligée de dire aux professionnels de santé pour qu'on en tienne compte. La liberté de penser, la liberté de visualisation suppose un environnement habilitant et apaisant. Elle a besoin de certaines choses, on va y arriver. Que le conjoint soit à côté m'intéresse parce que chez nous ici, on dit carrément, son nom si je dois traduire, ça veut dire les hommes ne sont pas autorisés à entrer dans la salle d'accouchement parce qu'il y a d'autres femmes qui sont également là. Donc, est-ce que vous pensez que ce sera possible ici chez nous? C'est une belle question et je vais profiter de votre micro pour montrer ce document. Ce document, c'est le guide de la classe des mères, le guide béninois de la classe des mères. Et dedans, le concept d'accouchement humanisé a été développé. Donc, le droit d'accès du conjoint en salle de naissance ne devrait plus poser problème depuis 2015. Ce guide a été élaboré en 2015. Et nous savons très bien que par rapport à l'accouchement humanisé, le premier critère, c'est le respect du droit d'accès du conjoint en salle de naissance. Si le conjoint n'est pas disponible, la femme a la liberté de choisir quelqu'un en qui elle a confiance. Donc, on ne peut pas recevoir une parturiente en salle d'accouchement sans celui ou celle qui doit la soutenir. Encore que nous sommes en insuffisance de personnel dans le modèle africain, dans le modèle du système de santé africain. Donc, une sage-femme, si elle a 10 femmes, ou bien si elle a 4, ou bien si elle en a 6, elle ne peut pas rester collée à une seule femme. Donc, la présence de l'accompagnant s'impose par rapport à la sécurité de la patiente, de la parturiente et du fœtus. Dès qu'il y a un petit bobo, c'est l'accompagnant qui va notifier ça à la sage-femme. Maintenant, la présence du conjoint en salle de naissance permet d'obtenir un fœtus de bonne qualité.
scientifiquement démontré. Pour ceux qui ont étudié de la psychologie, les gens savent. Le conjoint est là, c'est lui qui doit couper le cordon ombilical, c'est lui qui doit faire beaucoup de choses. Mais ça prend en amont. Ce qui m'amène à expliquer que le conjoint ne vient pas tomber, ne vient pas en salle d'accouchement au dernier jour, mais au moment où on est en travail. Ça se prépare. La grossesse, ça fait 8 mois ou 9 mois avant qu'on accouche normalement. Et par rapport à ce guide de la classe des mères, il a été très bien notifié qu'on doit faire de la préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, par rapport aux classes des mères, il y a le premier contact qui se fait au premier trimestre, le deuxième contact au deuxième trimestre, le troisième contact au troisième trimestre, et puis même les accouchés ont des séances à faire. Et pour faire ces séances, la femme est avec son époux et on lui explique, on leur apprend, que ce soit les positions libres, que ce soit tout ce qu'on doit faire en salle d'accouchement, quel est le rôle concret de l'époux, qu'est-ce qu'il doit faire le jour, etc. Donc, si je résume, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe ou en Asie, le droit d'accès du conjoint est non négociable. C'est un droit et nous devons respecter. Si une femme vient accoucher et déjà on laisse son mari au dehors, c'est un accouchement violent. Ça veut dire qu'on n'a pas fait un accouchement sans violence. Voilà que notre thématique du jour, c'est accouchement sans violence. Merci à vous pour ces précisions. C'est toujours un plaisir de vous entendre détailler les points. Alors, moi, je me permets également de vous demander quelle thérapie ou approche obstétricale alternative reste méconnue du public. Et là, c'est la grosse question. Mais je vous remercie pour cette question parce que quand on se réfère au curricula de formation, les alternatives qui sont recommandées par l'OMS ou les alternatives que nous sommes allés apprendre dans les pays modèles, dans les maternités modèles qui sont amis des mères et des bébés, ne sont pas souvent enseignées. Donc, il y a quand même de petites astuces, de petites alternatives qui pouvaient aider les femmes à atténuer la douleur des CU, à accélérer le travail d'accouchement ou à régler des problèmes. Je vais commencer déjà par une petite alternative qui va étonner les gens. On ne saurait avoir normalement une maternité sans jardin. Parce que la verdure permet de relaxer la femme en travail. On parle d'ortithérapie. Quand la femme vient, vous l'examinez, vous constatez que la dilatation n'évolue pas comme ça se doit et qu'elle a encore un peu de force, elle peut se promener. Vous dites à son conjoint de l'amener dans le jardin. Donc, le fait qu'elle est assise et qu'elle est là à contempler la verdure, à respirer l'oxygène, à faire des allers-retours, ça accélère le travail. Ça fait qu'elle n'est pas stressée. Une femme non stressée accouche très vite. C'est quand la femme est stressée que tout se complique. Et une femme qui a la chance dans la première phase du travail d'accouchement, a la chance de bénéficier de l'ortithérapie, ne fera pas d'hémorragie de la délivrance. Parce que le lien qu'on fait, c'est quoi? C'est quand le travail d'accouchement dure longtemps que le muscle utérin se fatigue. Et après l'accouchement maintenant, l'utérus ne se retracte pas correctement pour que les vaisseaux béants, laissés par le décollement du placenta, ne puissent pas arrêter le saignement. Donc tout ce qui peut rentrer en ordre de bataille pour qu'on puisse réduire le temps, le temps d'accouchement, le temps du travail, la durée du travail d'accouchement, le temps de l'expérience, c'est important. En quittant l'ortithérapie, je vais rapidement parler de la thérapie du miroir, que beaucoup ne connaissent pas, et qui peut aider. Au lieu de faire du forceps ou d'appliquer la ventouse, qui constitue des violences obstétricales, il suffit d'avoir le miroir obstétrical dans les salles d'accouchement. Mais en Afrique et au Bénin, on n'a pas de miroir obstétrical, c'est pas cher. Donc, si on peut mettre les miroirs obstétricaux à disposition, ou quand les femmes elles-mêmes sont informées, elles achètent leur miroir en venant. Donc, quand la femme est en travail, même si c'est en position verticale, vous sentez que la tête est en train de venir. Souvent, on voit les cheveux du bébé. Donc, dès que tu vois, tu lui places le miroir en bas. Dès que la mère, la parturiente qui refuse de pousser, voit l'image de la tête de son enfant dans le miroir, c'est un instinct. Ça l'excite. En moins de 2 minutes, vous allez voir que le bébé est au dehors. Parce qu'elle se dit, pas ma faute. Il ne faut pas que mon bébé, mais il faut que le bébé sorte. Et c'est des choses que les gens utilisent positivement, de petits trucs. Donc, on parle de thérapie du miroir. Je continue en faisant toujours le lien avec l'épisiotomie et les interventions violentes qu'on a dit d'abandonner. Si on a de l'eau, la thérapie de l'eau ou l'hydrothérapie,
ou le bain de dilatation. Quand on a de la baignoire, en Afrique, les gens disent non, les salles d'accouchement sont petites et on ne pourra pas mettre de baignoire qu'on met dans les hôtels, c'est vrai. Mais les gens oublient qu'il y a des baignoires gonflables. Que ça soit au Burkina, dans les pays d'à côté, les membres de l'association des soignants amis des patients qui sont en train de faire la promotion des thérapies alternatives ont des baignoires gonflables. Donc la place que la table d'accouchement occupe, quand on met une baignoire gonflable, elle occupe moins de place parce que les gens utilisent beaucoup plus les baignoires gonflables arrondies. Donc quand il y a de l'eau tiédie et que la femme est assise dans l'eau, elle fait son bain de dilatation, d'abord, ça relaxe le périnée, ça accélère le travail, ça atténue la douleur. Et c'est une méthode même qui a été conseillée depuis 1974 par Frédéric Leboyer et d'autres gynécologues qui ont constaté que les enfants qui sont nés dans l'eau naissent de façon douce. Parce que le fœtus étant dans le liquide amniotique, venir le libérer dans l'air, ça paraît un peu violent. Donc l'un dans l'autre, des études scientifiques ont été menées, des recherches scientifiques ont été menées, et on a compris que cette forme d'accouchement favorise, sinon même apporte assez de bienfaits tant pour la mère que le nouveau-né. Donc on parle d'hydrothérapie ou de bain de dilatation. Mais avant ça, déjà pendant la grossesse, il a été démontré qu'on devait faire des chants prénataux. Le chant prénatal, c'est que la femme chante avec son époux, avec les agents de santé en chorale. Quand on va dans les classes des mères, où on fait des séances éducatives de préparation à la naissance, à la parentalité, on met de la musique. Il a été démontré que tout ça favorise le développement harmonieux du fœtus. Et lors de l'accouchement, quand on met la même musique, ça aide la femme à vite accoucher. On parle de musicothérapie. Une autre méthode alternative simple qu'on peut facilement appliquer en Afrique, c'est l'aromathérapie. Et quand moi j'étais à Parakou, comme j'ai eu la chance de suivre des formations quand j'étais au camp, mon premier poste de 2000 à 2004, c'était la maternité militaire de Parakou. On avait la chance d'aller faire des formations à Ouida. Et comme c'est l'OMS qui payait nos salaires, très tôt, nous, on a été en contact des recommandations de l'OMS. Donc, en son temps, nous, on prescrivait l'essence de rose ou l'essence de citronnelle, qui n'est pas toxique pour la femme enceinte. Je voudrais dire quoi? Une femme qui est en travail, qui est dans un local où il y a une bonne senteur, accouche très vite. Elle a l'impression qu'elle est dans un hôtel. Son mari est à côté d'elle. Il y a la musicothérapie. Il y a la lumière qui doit être tamisée. Qu'il s'agit du Japon, on est allé faire l'accouchement sans violence et les autres formations qu'on a reçues. On a compris qu'en Afrique, il y a trop d'éclairage dans les salles d'accouchement. Et l'éclairage là fait que les femmes sont stressées. Il a été démontré scientifiquement qu'une femme qui reste dans une zone de pénombre accouche très rapidement par rapport à une femme qui est dans une zone de lumière brillante. Donc, les recherches ont même prouvé que la femme peut acheter les lumières alternatives. Vous savez, quand on va en boîte, par exemple, il y a des lumières qui tournent, ça apaise, ça te donne du bonheur. Ça fait que les hormones de bien-être et autres là se sécrètent. Donc, on dit qu'on peut rapporter ça en salle d'accouchement pour que l'environnement soit habilitant. Donc, il y a la lumière... il y a la lumière tamisée ou la chromothérapie. La lumière tamisée peut être simple, mais la chromothérapie, c'est de la thérapie. C'est l'alternance de couleurs dans les lumières. Et ça aussi participe à l'évolution rapide du travail. Une autre méthode que je dois expliquer, une autre alternative obstétricale, c'est la méthode de tendresse qu'on appelle aptonomie. Les caresses du conjoint, tant pendant la grossesse que pendant le travail d'accouchement. Le conjoint est là, il caresse sa femme, il lui dit de bonnes choses, il caresse le ventre, il parle au fœtus à travers l'utérus, à travers le ventre de la mère. Tout ça participe à une expérience positive de l'accouchement. Et ce qui va étonner, parce que là, quand j'en parle, quand je suis en milieu communautaire, j'en parle, on dit quoi? Avec les sages-femmes, les médecins africains, est-ce que c'est possible? La sexualité thérapeutique. Quand on parle de sexualité thérapeutique, c'est que déjà en amont, le mari sait que son sperme, qui est très riche en prostaglandine, peut être utile en début de travail. Et comme dans les maternités, avec l'appui de la JICA, on a les box séparées. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que nos maternités jusqu'à présent sont comme des salles de marché où toutes les femmes sont nues. Alignées, non, non, non. Droit, Soit il y a des rideaux, soit il y a des paravents. Et quand on rentre dans les départements de l'Atlantique et du littoral,
il y a plusieurs maternités qui ont des box séparés. Et là, je donne souvent l'exemple du Chumel qui a une 20aine de box. Donc, quand il y a les box séparés, climatisés, fermés, et que le mari sait très bien que son sperme devient de la thérapie, il peut passer à l'acte sexuel en début de travail. Wow. Il a été démontré que ça accélère. Parce qu'une fois que la femme a joui, excusez-moi le mot, parce qu'il y en a qui n'aiment pas entendre ces mots-là, ça accélère le travail parce que ça permet de libérer l'ocytocine naturelle. Alors que l'ocytocine artificielle entraîne plus de douleur et bon, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser sur le plateau. Bref, sachant que les rapports sexuels sont très utiles en début de travail. Et par rapport à la promotion de la masculinité positive en santé de la reproduction, où j'ai eu des cours, il a été recommandé que des sages-femmes fassent le toucher vaginal, essaient de sentir l'odeur du sperme. Et quand on sait qu'un homme a pu le faire, c'est qu'il doit être distingué. Il doit être un modèle pour les autres hommes. Parce que ce n'est pas facile pour un homme de se mettre en érection en milieu obstétrical africain. Voyons, même sa femme qui est déjà en train de... En début de travail, non, il n'y a pas de souci. Parce que tellement le couple a été sensibilisé, ils ont déjà fait les exercices, on leur a appris les positions. Il y a la position musulmane. Quand le ballon prénatal est là, la femme est agrippée au ballon. On a déjà appris au monsieur dans quelle position il peut le faire avec la musique, l'ambiance, tout ça. Ça se fait facilement. C'est des choses que nous, on a fait à Parakou. Bon. On apprend toujours de belles choses avec vous. Je ne vais pas trop en détail. Pour ceux qui veulent mieux comprendre, ils peuvent m'écrire. Et s'il y a des séances de dialogue communautaire ou de classe communautaire, on ira plus en détail. Parce qu'il y en a qui ne supportent pas certains mots dans le public. Donc nous tendons vers la fin et en même temps, je veux revenir sur un point que peut apporter l'éducation prénatale et la préparation à la naissance et à la parentalité. Oui. Avant de répondre à cette question, j'ai amené la charte des droits et devoirs des patients sur le plateau. Oui. Déjà, dans notre première émission, on en a parlé. On en a parlé. Mais je voudrais revenir sur les alternatives thérapeutiques. Parce que quand j'évoque souvent le mot, les gens disent non, ça c'est un concept européen, ça c'est un concept asiatique. Il faut te baser sur les lois du Bénin, la loi du pays, la loi nationale, les législations. Chez nous, là, on refuse. Non. C'est la méconnaissance des tests. La charte est là. Et disons, le droit, au 3.12, il y a le droit à l'information. Donc, permettez-moi de lire le contenu pour que les gens sachent. On dit, tout patient a le droit d'être informé sur son état de santé, son traitement, les risques, les alternatives thérapeutiques, ainsi que sur les exigences liées à ce traitement. Donc, tout ce que je viens de citer font partie des alternatives thérapeutiques. Si je suis sage-femme d'État ou si je suis gynécologue obstétricien et qu'on vient suivre la grossesse chez moi, je fais des CPN recentrés, parce qu'on a dit que la CPN doit être recentrée sur la femme, et que je ne lui parle pas des thérapies alternatives ou des alternatives thérapeutiques, c'est que ma CPN n'est pas de qualité. Et je reviens maintenant sur la définition de l'accouchement sans violence ou de l'accouchement respectueux ou de l'accouchement humanisé. L'OMS, pour faire court, dit que l'accouchement doit être centré sur la femme. Et on a fait cette formation à Bénin Royal Hotel en 2016. Les soins centrés sur la femme, particulièrement la mère et l'enfant. Et le Bénin s'est engagé, le ministère de la Santé s'est engagé. J'ai représenté le Chumel en ce moment. C'est après ça même que j'ai eu la chance d'être distinguée sage-femme, nominée sage-femme leader en Afrique subsaharienne pour l'offre des soins et services de qualité à Genève et par l'OMS. Donc je voudrais vraiment insister là-dessus. Ça, c'est une disposition, c'est un test, c'est la charte des droits et devoirs du Bénin. Ouais. C'est fait au Bénin. Charte des droits et devoirs des patients au Bénin. Et c'est tout récent. Et c'est tout récent, en 2025, à côté. Donc, sachons que je ne parle que des choses qui se font en Afrique et particulièrement au Bénin. Et avant de répondre aussi à votre question, toutes mes excuses, j'ai amené le code harmonisé des sages-femmes. Je vais lire le titre. On dit code harmonisé de déontologie et d'exercice des sages-femmes des pays membres de la CEDEAO. C'est ça que nous utilisons. Quand je prends l'article 8, on dit la sage-femme a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, compétences. Elle a une obligation de développement professionnel continu. Et quand on sait qu'on doit donner les soins du moment, je pense que qu'il s'agisse de sage-femme ou de gynécologue obstétricien, on ne dira pas parce qu'on ne nous a pas appris certaines choses à l'école
que nous n'allons pas l'appliquer. La science évolue, la science est dynamique. Oui. Donc, je voudrais éveiller les consciences sur le fait que nous avons l'obligation, c'est un devoir pour nous, pour ne pas mettre la vie des patientes en danger, pour ne pas mettre la vie de la mère, de la parturiente ou du fœtus en danger. Donc, nous devons faire de mise à jour par rapport à nos pratiques professionnelles. Et avant de répondre à la question du journaliste, je voudrais vous rappeler ce document que j'ai présenté dans plusieurs capsules. L'état de la pratique sage-femme au Bénin en 2014 recommande de faire des soins maternels respectueux. Si on fait les soins maternels respectueux, on doit faire un accouchement respectueux. L'accouchement qui est appelé respectueux, c'est ce même accouchement qu'on appelle humanisé au Bénin. Et c'est cet accouchement que les activistes, les féministes appellent accouchement sans violence. Et nous savons que les tests sont là. Et je finirai en précisant que depuis 2003, parce que quand je parle du test de 2012, on va dire c'est récent. Mais 2003 à 2026, ça fait quand même 23 ans. La loi sur la santé sexuelle reproductive de 2003, en son article 5, proscrit la discrimination, la coercition, la violence en matière de procréation. Et si on sait très bien que l'accouchement fait partie de la procédure de procréation, on doit comprendre que depuis 2003, le Bénin était d'accord pour des accouchements sans violence. Parce qu'on a dit que la violence est proscrite. Donc, on peut aller chercher la loi et lire. Moi, je suis une lanceuse d'alerte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Donc, j'ai l'obligation de briser le silence sur les pratiques professionnelles néfastes et de faire éveiller la conscience de chacun sur ce qui se retrouve dans les législations à l'interne comme à l'international ou au plan régional. Maintenant, j'ai envie à votre question. Ma question est tout simplement que peut apporter l'éducation prénatale et la préparation à la naissance ainsi qu'à la parentalité? Merci bien. Qu'il s'agisse de PN ou de PNP, on sait très bien qu'on a parlé d'éducation. C'est ça. Donc, ça permet déjà au couple de savoir à quoi s'attendre. Ça permet au couple de savoir qu'ils doivent faire leur projet de naissance. Parce que si on ne les éduque pas, si on ne leur explique pas, ils ne sauront pas. Donc, si je prends par exemple le document qu'on appelle projet de naissance, c'est un document qui doit être élaboré par le couple, mais avec l'appui du professionnel de santé. Ça peut être un gynéco comme une sage-femme. L'un dans l'autre, ça doit être annexé au dossier obstétrical. Et dans ce projet de naissance, c'est dans ce document que la femme dira « J'ai envie d'accoucher en position libre. Moi, je n'aimerais pas me coucher en position gynécologique. Moi, je ne voudrais pas subir d'épisiotomie. Moi, je ne voudrais pas subir les violences obstétricales telles que les forceps, la ventouse, tout ce qui suit expression abdominale et autres. » Et dès qu'elle le dit, c'est vrai que ça guide. Ça ne s'impose pas totalement parce que ça va dépendre de l'évolution du travail. Mais l'un dans l'autre, l'agent de santé a l'obligation de poser des actes médicalement justifiés. Donc, si on parle, l'éducation qu'on est en train de faire, ça va rendre service tant au couple qu'à l'agent de santé. Ça protège les deux. Et c'est durant cette éducation qu'on va leur montrer que non seulement ils ont intérêt à avoir un projet de naissance pour qu'on ne brime pas leurs droits, mais la femme ou le conjoint doit veiller à ce que la femme ne subisse pas des violences tant durant le travail d'accouchement que pendant l'accouchement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est référé de la charte de la parturiente de l'Union européenne pour sortir la fiche 3A. La fiche d'assistance d'accompagnement, la fiche d'assistance et d'accès de l'accompagnant en salle d'accouchement. Sur cette fiche, il y a 3 zones. Il y a la zone dans laquelle l'accouchée va exprimer ce qu'elle a ressenti durant le travail. Elle dira si elle est satisfaite, si elle est non satisfaite, si elle est peu satisfaite, si elle est très satisfaite. Le conjoint aussi va s'exprimer en tenant compte de tout ce qu'il a vu depuis le début du travail d'accouchement jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la sortie de la femme. Qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié, qu'est-ce qu'il a apprécié. Dans les autres pays, cette fiche est bipartite. Mais moi, après mon stage au Japon, sachant qu'en Afrique et particulièrement au Bénin, qu'il y a quand même l'environnement qui agit, il y a aussi les violences institutionnelles parfois qui font que les sages-femmes involontairement infligent des violences obstétricales. J'ai prévu une 3e partie où l'agent de santé, l'accoucheur pourra exprimer ses difficultés en ce moment-là. Cela permet d'analyser de façon objective, sans brimer les droits de l'accoucheur ou de l'accoucheuse.
Parce qu'au moment où on va vouloir exploiter le contenu de ces fiches, ni l'accouché, ni son conjoint, ni peut-être la sage-femme n'est plus là ou le gynécologue n'est plus là. Et le Bénin a été vraiment pionnier du remplissage de cette fiche, surtout au niveau du CHUMEL. Et en 2018, on a des collègues qui sont allés présenter cette fiche au Sénégal lors du symposium sur la qualité des soins offerts à la mère et à l'enfant. Ce qui a fait que ça a été dupliqué en Afrique. Donc, il serait bien que le couple sache qu'il doit réclamer cette fiche. Quel est l'intérêt de la fiche? Si celui qui veut t'accoucher sait qu'en te faisant des violences obstétricales, avant que la femme sorte, elle va retracer ces violences, personne n'a envie de se créer de problème. Pas du tout. Et quand je vais plus loin, il y a le dossier obstétrical dans lequel tout doit être consenti et la charte des droits et devoirs des patients permet au couple d'accéder au dossier obstétrical et d'en avoir copie. Et quand on va plus loin, il y a un registre qu'on appelle registre de soins maternels respectueux. Et dans ce registre doit exister dans toutes les maternités. Donc avant de sortir, le couple doit exiger de remplir aussi ce registre. Même si les fiches disparaissent des dossiers, le registre ne peut pas être déchiré parce qu'il est paginé. Donc l'éducation prénatale naturelle ou la préparation à la naissance, à la parentalité, en dehors de tout ce qu'on connaît déjà, nous on a ressorti des points qui sont méconnus du public pour rester dans le temps. Merci Madame Agani, c'est toujours enrichissant de vous avoir sur le plateau. Et pour rapidement descendre vers la fin, quels sont selon vous les 3 conseils essentiels qu'on peut appliquer, c'est-à-dire pour avoir une naissance sûre et surtout respectueuse sans violence? Ok. Pour jouir, pour bénéficier d'un accouchement sans violence en Afrique et particulièrement au Bénin, le couple, notamment surtout la parturiente, doit maîtriser ses droits et libertés individuelles. Si elle maîtrise ses droits et libertés individuelles, elle saura qu'elle doit élaborer son projet de naissance. Le conseil, c'est quoi? Le projet de naissance est élaboré, mais il doit être multiplié et co-signé. L'agent de santé qui supervise la rédaction du projet de naissance doit signer pour qu'on sache qu'il a participé. Le couple aussi co-signe. On multiplie. Une copie doit être annexée au dossier obstétrical. Dans certains pays, ça fait partie déjà du dossier obstétrical. Mais en Afrique, les dossiers n'ont pas une partie réservée au projet de naissance. Les dossiers ont un plan d'accouchement qui est différent du projet de naissance. Donc, la femme qui vient doit avoir aussi la copie dans son sac. Et il est prudent que le conjoint garde aussi une copie. De telle manière que quand l'agent qui sera au portillon lui dira non, tu n'as pas accès à la salle, ici personne ne rentre, il prend le projet de naissance et il montre. On sait que celui-là, il connaît ses droits, il a exigé être présent pendant l'accouchement et on va le laisser passer. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est à l'endroit des accoucheurs, à l'endroit des gynécologues obstétriciens et particulièrement à l'endroit des sages-femmes parce que nous intervenons dans 85 à 90% des cas. Donc, on est plus concernés. Nous devons tout faire pour que l'environnement soit habilitant. Chaque année, on nous demande d'exprimer les besoins. Il revient à la sage-femme responsable ou à la maîtresse sage-femme d'exprimer les besoins de matériel, d'outils et d'équipements en humanisation de l'accouchement. Oui. Je vais profiter à ce niveau-là et donner un autre conseil. Il y a des maternités qui ne se trouvent pas dans les départements qui ont bénéficié d'équipements de la JICA. Ces prestataires pensent que parce qu'il n'y a pas le matériel, les femmes ne peuvent pas adopter des positions libres. Non. Avec le document de l'Association des sages-femmes du Bénin, le document de l'ASFB de 2017, on a fait une formation sur l'accouchement humanisé à Parakou en 2017 lors de la Journée internationale de la sage-femme en mai. Et dans ce document, il y a les positions alternatives qu'on peut adopter s'il n'y a pas le matériel. Troisième conseil, c'est toujours à l'endroit du couple. Il faut qu'ils exigent la copie de la fiche 3A et si possible, la copie de ce qu'ils ont exprimé dans le registre, surtout en cas de violence obstétricale. Parce que pour continuer, pour demander réparation ou pour quand même partager sa mauvaise expérience pour que ça n'arrive pas aux autres femmes, il faut avoir de preuves. Déjà, avec la charte des droits et devoirs des patients, ils ont droit à la copie du dossier obstétrical. Donc, les autres copies aussi sont vraiment importantes.
Et dernier conseil, il faut que les administrateurs d'hôpitaux facilitent la tâche aux sages-femmes. Dans toutes les maternités, il y a le matériel et que ça se trouve au magasin. Il faut qu'ils prennent une note de service pour dire que eux, ils n'empêchent pas la réalisation des accouchements sans violence, la réalisation des accouchements humanisés ou la réalisation des accouchements respectueux, selon le concept qui est adopté dans leur établissement de soins. Parce que souvent sur le terrain, les collègues sages-femmes disent que ce sont les médecins et les directeurs d'hôpitaux qui refusent. Maintenant, si la note de service est prise, c'est que le directeur, lui, a joué sa partition. On saura situer les responsabilités quand les femmes vont se plaindre. L'un dans l'autre, je dois rappeler aux gens que ça soit Amnesty International, que ça soit l'ARS, que ça soit le PNUS et d'autres organisations tapis dans l'ombre qui ne font pas de tapaille sur les réseaux sociaux, mais qui gèrent les plaintes. Donc, les femmes, de plus en plus, libèrent leur voix, brisent le silence sur les violences subies en milieu hospitalier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé des violences obstétricales, mais qu'on sache aussi qu'il y a des violences gynécologiques, ça ne fait pas partie du thème. Mais je voudrais rappeler que les plaintes arrivent. Et si les plaintes arrivent, il y en a qui ont envie d'ester à la justice, d'ester en justice. Et l'INF est là, l'Institut national de la femme lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Ouais. Si aujourd'hui, lors de cette émission, vous avez compris que les violences faites aux femmes pendant l'accouchement ou violences faites aux femmes en milieu hospitalier constituent des violences faites aux femmes, alors là, sachant qu'il y aura des plaintes de VGO qui iront à l'INF et que l'INF ne badine pas. Si l'INF décide de traiter, l'INF va traiter. Donc, on doit se reprendre, actualiser nos connaissances, tout faire pour respecter la science du moment. C'est le conseil que je peux donner pour que chacun soit à l'aise. Merci Madame Agani, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, d'avoir éclairé ces points d'ombre. Et pour finir, quel sera votre conseil général de sensibilisation en passant aujourd'hui sur notre plateau? Mon conseil général de sensibilisation, nous demandons l'appui technique des autorités sanitaires en général et du ministre de la Santé en particulier. S'il peut prendre un arrêté pour institutionnaliser l'accouchement sans violence, ça ira. C'est vrai qu'on dit que l'administration a une continuité. Avec les autres ministres de la Santé, nous avons travaillé jusqu'à un niveau donné. Mais comme les gens bougent, il y a eu des affectations, les gens sont allés dans tous les sens, d'autres n'ont jamais entendu parler. Or, s'il actualise, parce qu'il y a quand même des notes de service et autres que les gens ont actualisées et dont j'ai les copies. Donc, par rapport à l'accouchement humanisé, étant donné que le ministère est d'accord et que ça a été récemment lancé à l'hôpital de zone Alada et au niveau de Pâques, j'espère, en tout cas à des endroits que je ne veux pas citer. Pour l'hôpital de zone Alada, j'ai la preuve. C'est pourquoi je le dis. Donc, toutes les femmes ont besoin d'un accouchement humanisé. Toutes les Béninoises ont besoin d'un accouchement sans violence. Il faudrait qu'on ne fasse pas de discrimination. Donc, c'est un plaidoyer stratégique. Et je le remercie par avance. Merci également d'être passé sur ce plateau. Merci de toujours partager avec nous ces informations, puisque comme le disait l'autre qui a l'information, a le pouvoir. Je me permets de passer donc la phrase célèbre et en même temps, nous arrivons au terme de cet échange qui nous aura permis de mieux comprendre ce qu'est un accouchement sans violence. C'est avant tout une naissance où la femme est écoutée, informée, respectée et surtout accompagnée, tout en veillant bien sûr à la sécurité de la mère et de l'enfant. La préparation, elle commence bien avant le jour J. Connaître ses droits, dialoguer avec les professionnels et se préparer en couple sont déjà des étapes essentielles. Un grand merci à notre spécialiste de la question. Je veux bien sûr parler de la sage-femme, juriste, chercheur, Madame Nonorou Agani Annick, pour ses éclairages. Merci à vous qui nous avez suivis, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'interview sur Culte TV. Merci.